recevoir la parole. On va donner la parole à Malek Kadraoui, c'est un membre cofondateur du site libre et indépendant alternatif en Tunisie, Nawat. Pour les plus assidus connaissent, mais c'est un site qui milite pour la démocratie en Tunisie, qui regroupe les meilleurs articles des blogueurs tunisiens, donc c'est un site très respecté sur place. Je laisse Malek peut-être compléter ma petite présentation. Malek, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. On t'entend aussi très bien. Je vais te laisser la parole. On va éteindre l'écran pour Méthode. Je rappelle juste qu'à la fin de cette intervention, il va y avoir une question-réponse avec les trois intervenants. Donc, préparez-vous vos questions. Merci. Malek, on te laisse la parole. Alors, bonsoir à vous tous. Et encore une fois, je suis désolé de ne pas avoir pu être parmi vous pour des raisons justement de grève de faim de certains de nos journalistes qui contestent une décision du tribunal militaire. Donc il fallait que je sois à côté de mes journalistes ici à Tunis. Alors je vais être très bref et vous m'excuserez parce que je dois quitter le local très bientôt. Alors j'ai essayé d'écouter très attentivement les deux dernières interventions, spécialement celle de M. Antoine Sfeir, avec qui on a connu quelques déboires, on va dire. Je constate malheureusement que M. Sfeir n'a toujours pas révisé ses vieilles fiches et nous présente toujours la situation dans ce qu'on appelle le monde arabe comme une sorte de terrain d'enjeu extérieur où l'intérêt d'Israël, de l'Iran, de l'Occident, des États-Unis sont les seuls intérêts qui peuvent influencer quelque part la situation dans nos contrées. Monsieur Sfeir n'a pas réussi en tout cas à prédire ou à prévoir, malgré tout sans savoir, que je ne conteste pas, ce qui s'est passé en Tunisie ni en Égypte. Il a même été parmi ceux qui ont défendu le régime de Ben Ali. Justement pour cette approche qui est complètement obsolète aujourd'hui, de résumer la question du changement dans le monde arabe à une question de lutte contre démocrates et islamistes, ou laïcs et islamistes. Le problème est loin d'être aussi simple. On a vu aujourd'hui, même la gauche, ce qu'on appelle la gauche démocrate, qui a combattu le régime de Ben Ali, aujourd'hui n'a pas su ni renouveler son discours, ni séduire les masses. Les islamistes, malgré leur victoire dernières élections, n'ont pas vraiment aussi réussi à séduire une large, en tous les cas une grande majorité de la population tunisienne. Je rappelle que près de 70% des Tunisiens n'ont pas voté pour le parti NA. Chiffre qu'on oublie toujours de rappeler en insistant sur la victoire de dernières élections. On est aujourd'hui en Tunisie dans une situation que j'appellerai pas une situation post-révolutionnaire, mais que j'appellerai plutôt une situation de révolution en cours. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le système par lequel Ben Ali gouvernait ce pays continue à exister. Les institutions qu'il a réussi à renforcer et à créer, certaines existent toujours. Le ministère de l'Intérieur reste une institution et un centre de pouvoir très important. L'administration connaît toujours à peu près les mêmes problèmes, la douane et toute autre forme d'administration. La nouveauté aujourd'hui, c'est qu'un nouvel acteur qui est rentré sur la scène politique est l'armée.
l'armée qui n'avait presque pas d'ordre politique dans le pays et qui, par son rôle qu'on a découvre de plus en plus ambigu pendant les émeutes qui ont poussé la Tunisie. Et aujourd'hui, on est presque certain que certains éléments de l'armée tunisienne ont participé au massacre de la population et ont une partie du sang des martyrs, de nos 300 martyrs en Tunisie. Donc, on est aujourd'hui dans une situation où on a un parti islamiste au pouvoir qui se dit modéré, qui se dit démocrate, qui veut s'inspirer du modèle turc après avoir été un élève et la création même du wahhabisme saoudien. Mais, face à tout ça, on a une jeunesse, une population tunisienne qui peut être séduite par le conservatisme que le gouvernement propose ou le modèle occidental que d'autres partis proposent, et qui, en tout cas, refuse de revenir à une ancienne forme d'organisation de la société. La chose la plus importante à prendre en considération aujourd'hui, en Tunisie, particulièrement en Égypte, la situation est un peu différente, c'est qu'on est dans un pays qui est en train de renégocier son contrat social. Tous les acquis dont parlent les spécialistes de la Tunisie, tous les acquis qui ont fait les éléments de propagande du régime de Ben Ali ont été imposés en Tunisie, que ce soit par Bourguiba, qui était un visionnaire, certes, qui a libéré la femme, qui a donné ses droits, l'égalité, des avancées que l'Europe a mis, certains pays européens ont mis du temps même à réaliser. Ben Ali a renforcé certains de ces aspects-là de la société, mais ça s'est toujours fait de haut en bas, sans aucune concertation, et toujours comme un cadeau du pouvoir à la population ou aux citoyens. Aucune négociation, aucun débat de société n'a été permis dans le pays depuis plus de 60 ans, et tout ce qui a été considéré aujourd'hui comme un acquis a été par la force ou au mieux par certaines volontés plutôt politiques que volontés politiques ou citoyennes. Donc aujourd'hui, le vrai débat dans notre pays est un débat de savoir quel est le contrat social, quel est le nouveau lien qui va lier les Tunisiens. Alors, autant en tant que salarié pour le débat laïque et bien sûr, je m'inquiète de certains aspects, de certains discours dans le pays. Malek, la connexion passe mal, on n'entend pas, on se croirait dans des tubes, donc on va couper et relancer. Ok? Ok. Vous m'entendez là? On t'entend, mais on dirait qu'il y a un chien dans ton appartement. Ah, je suis désolé. Mais c'est bon, continue. Donc voilà, pour revenir à ce que je disais, donc on est en pleine
négociation d'un nouvel ordre en fait, de société, d'un nouveau contrat social, dans un climat qu'on ne peut pas dire adéquat ou idéal, en tous les cas, pour ces négociations ou ce débat de société. En plus des enjeux et de la géopolitique internationale, bien sûr, on a deux gros voisins qui ne sont pas ce qu'on pourrait dire des exemples de ce qu'une jeune démocratie ou un pays en voie de démocratisation peut avoir. L'Algérie, avec son système militaro-mafieux, la Libye qui a fait un saut dans l'inconnu et qu'on espère arrivera à s'en sortir, en tous les cas, dans cette situation assez critique. La Tunisie cherche son chemin à travers ces deux voisins qui sont ce qu'on a vu à peu près dans les médias, et l'Égypte qui est un autre type de révolution, un autre type de processus révolutionnaire. Donc, au milieu de tout ça, malgré tout ce qui se passe dans le pays et qu'on est en train de combattre pratiquement tous les jours, il y a une avancée certaine vers un nouveau pacte social, une nouvelle manière de vivre ensemble. Bien sûr, on aimerait résumer la chose à un débat ou à une confrontation entre islamistes et démocrates, ou islamistes et laïcs, alors que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Que ce soit les islamistes représentés par Ennahda ou les laïcs représentés par les partis se proclamant démocrates, on voit que le discours proposé, la manière de concevoir l'État, la manière de concevoir la relation avec le citoyen, la manière de concevoir les rouages, les mécanismes en tous les cas de dialogue et de connexion avec la société sont complètement archaïques. Aucun travail vraiment de réflexion n'a été fait et on arrive à une situation où la société civile, là composée principalement d'une nouvelle génération d'ailleurs d'activistes et de citoyens engagés, est complètement en décalage par rapport à ce qu'on peut voir sur la scène politique. Il y a aujourd'hui, un an et demi après la Révolution, une sorte de déception généralisée par rapport au rendement de l'homme politique en général, qu'il soit islamiste ou pas. C'est vrai que M. Steyer tout à l'heure a parlé de la confiscation par les anciennes générations de ce processus aux dépens des jeunes qui ont voulu et travaillé et œuvré et réalisé ces changements dans ces pays-là. Ça, c'est vrai, et c'est l'une des plus grandes déceptions peut-être de ce processus, en tous les cas, de la situation dans laquelle on est. Je modérerai un petit peu ce constat par le fait que c'est vrai que dans les partis politiques, les jeunes ne sont toujours pas vraiment représentés et ne pèsent pas lourd sur le débat, ou en tous les cas sur la prise de décision, mais ils ont investi massivement la société civile en créant des associations, en intégrant des structures déjà existantes, et qui ont, par ce fait, réussi à vraiment apporter un contre-pouvoir sérieux, apolitique, loin des idéologies, en tous les cas, telles qu'on les connaît dans la scène politique tunisienne, et œuvrent tous les jours pour tirer au maximum, en tous les cas pousser au maximum le toit des revendications, repousser au maximum les lignes rouges. On le voit sur le travail qui est fait par la société civile sur le contrôle des travaux de la Constituante, sur le discours politique lui-même, qui est commenté aujourd'hui, violemment critiqué, et on voit des reculades, des prises en compte justement de ce travail quotidien de la société civile. Le gouvernement ne passe pas un jour sans revenir sur une décision, sur une déclaration, sur un écart d'un de ses ministres ou de ses responsables.
Le parti Nahda, bien que assez ancré dans les couches populaires, n'arrive toujours pas, en tous les cas, à passer en force, ni dans la constituante, ni au gouvernement. Tous les jours, on voit le gouvernement, le parti Nahda aussi, reculer sur des choses, sur des décisions, sur des approches de cette situation-là. Maintenant, c'est une situation assez tendue, vu que les choses se font réellement par la confrontation pacifiste, bien sûr, mais une réelle confrontation, et ce débat et cette recherche d'équilibre est polluée par des acteurs nouveaux. Certains sont nouveaux, certains sont existants, mais qui commencent à s'exprimer de manière plus violente, comme le salafisme, par exemple, ces groupes salafistes qui, alors, en partie sont des groupes religieux fondamentalistes. M. Sfaïd a donné une bonne explication du terme salafisme, mais aussi qui regroupent et qui drainent une jeunesse en échec scolaire, une petite dépense qui sort aussi des quartiers populaires et des quartiers pauvres de Tunis ou dans les régions, et qui alimente ses rangs par justement cette frustration et cette injustice sociale qui a toujours existé. D'ailleurs en Tunisie, les chiffres ne le montraient pas, mais les vrais observateurs et les vrais connaisseurs de la situation en Tunisie savaient qu'il y avait un vrai problème social, et donc tous ces mouvements un peu radicaux qui émergent aujourd'hui en Tunisie s'alimentent un peu de cette frustration et de cette misère sociale. Rajouter à ça un État qui n'a pas réussi à retrouver la force et la domination qu'il pouvait avoir sur le pays avant le 14 janvier. Chose qui n'est pas forcément négative, mais qui laisse le champ aujourd'hui à ces groupes-là d'essayer de s'imposer sur le terrain, avec une résistance en général des habitants des villes elles-mêmes, et alimenté aussi par une exagération systématique des médias, principalement étrangers, plus particulièrement les médias français, sur ce faux danger qui est une forme de contestation sociale qu'on peut observer même dans les banlieues françaises, par exemple, où ce type de mouvement, où ce type d'organisation existe et prolifère, profitant justement de cette exclusion sociale et de cette misère sociale. Donc, voilà une situation assez complexe, mais qui n'est pas du tout, c'est pas du tout un tableau noir qu'on peut dresser en regardant la situation. C'est une dynamique qui se fait dans la douleur, c'est vrai, qui se fait avec beaucoup de déception des fois, mais aussi des joies, d'arriver à accomplir des choses, d'arriver à imposer en tous les cas des choses. Récemment, par exemple, un débat assez violent et une bataille menée par la société civile a réussi à faire reculer, par exemple, l'Assemblée constituante sur une hausse des salaires déculés. Le parti Nahda lui-même a reculé sur la question de charia. Bien évidemment, c'est un recul stratégique, mais symboliquement, le parti a été obligé de revenir sur ce qu'il avait dit, ou en tous les cas sur l'une de ses promesses électorales, et quitte à décevoir beaucoup de ses partisans. Aujourd'hui, toutes ces nouvelles forces politiques, les nouvelles et les anciennes forces politiques, bien sûr, préparent les prochaines échéances électorales qui seront réellement, quelque part, l'établissement et la fondation réelle de la légitimité dans cette nouvelle donne tunisienne. Et d'après ce que je vois, en tous les cas, n'arrivent toujours pas à apprendre des erreurs qui sont commises durant la dernière période, la période post-14 janvier. La gauche, une certaine gauche, n'arrive toujours pas à se défaire de l'erreur monumentale d'avoir accepté d'être dans un gouvernement de Ben Ali la veille de son départ. Et Nahda déçoit par les promesses électorales surréalistes des fois qu'ils ont proférées ici et là pour justement arriver à gagner ces élections
et je le répète encore d'une manière pas tout à fait écrasante, compte tenu du nombre de personnes qui n'ont pas voté pour eux. La meilleure manière de tous ceux qui, en tous les cas, qui appelaient pour que l'Occident et les pays qui empêchaient justement, qui soutenaient le régime de Ben Ali d'intégrer cette classe politique conservatrice, que moi je préfère appeler conservatrice que islamiste ou fondamentaliste. Aujourd'hui, on voit que la meilleure manière peut-être justement de réduire la sacralité ou l'image un peu de pureté dont jouissaient Nahda et ses militants était de les intégrer au pouvoir. Aujourd'hui, ils sont aux commandes et l'heure du bilan a bientôt sonné pour eux et on voit très bien que la base électorale de Nahda, aujourd'hui, on l'entend dans les taxis, on l'entend dans les cafés, on l'entend un peu partout. Il y a beaucoup de déceptions par rapport au rendement de ce parti là au pouvoir. D'ailleurs, on peut comparer très rapidement, bien sûr, avec toutes les facettes possibles, le fait on peut comparer ça avec, par exemple, Hezbollah au Liban, qui commence à être de plus en plus contesté. Il était bien sûr par une frange de la population libanaise, mais aujourd'hui par une frange beaucoup plus grande, en tous les cas que au lendemain de l'agression israélienne sur le Liban. Aujourd'hui, il commence à souffrir justement du fait qu'il est rentré au pouvoir, qu'il est rentré au gouvernement et qu'aujourd'hui, il est quelque part, il a un bilan, il a un passif sur lequel il doit rendre des comptes. C'est l'une des hantises aujourd'hui de Nahda. Ils savent que toutes promesses ont été faites et qui ne seront pas réalisées. Créer 500 000 emplois en 2 ans ou en 3 ans, c'est carrément impossible dans la situation actuelle du pays. Ils sont incapables de pleinement penser à un système alternatif, celui qu'on connaissait. Ils se contentent presque d'appliquer le plan pour les prochaines années que l'équipe Ali a préparé. La gauche en face, non plus, n'a pas vraiment de réponse au malaise social et économique que le pays a connu. Et les risques d'embrasement viendraient cette fois-ci réellement de cette déception électorale. Malheureusement, comme je disais, vu que la classe politique et l'homme politique en général aujourd'hui souffrent d'une image désastreuse dans le pays, de plus en plus de gens se retournent vers la société civile, ce qui est une chose bien sûr positive, mais sur un plan politique, sur un plan justement de gouvernance du pays, de système politique, on est face à un désamour et une déception qui risque un peu de teindre plutôt sur la démocratie elle-même, cette démocratie naissante en Tunisie. Et c'est vraiment là le vrai risque aujourd'hui, parce qu'on commence par exemple à entendre des personnes regretter le temps de notre pays, regretter l'ordre qui est régné dans le pays, regretter cette apparence de réussite économique et sociale. Et le vrai risque, et la vraie et cette déception que les peuvent avoir au rendement médiocre des hommes politiques. Pardon? Non, ça marche. Ça marche? Oui, ça marche toujours. Rassurez-moi, je n'ai pas parlé dans le vide. Non, mais tu sais, on va... Oui, le son marche bien. On peut pas dans le vide, tout le monde a bien entendu. Sauf qu'on va peut-être aussi passer la parole au... Si tu veux bien conclure un petit peu, on va passer la parole au public, parce que le public voudrait peut-être se manifester aussi, c'est pour ça. Très rapidement pour terminer, donc comme je disais, le processus révolutionnaire en Tunisie n'est pas achevé. On ne peut pas parler aujourd'hui réellement de révolution. Le système est bien le même. La principale victoire, en tous les cas le principal acquis de ce mouvement de contestation a été la libération de la parole, l'émergence d'une opinion publique qui pèse sur le débat, et la structuration et le renforcement de la société civile, et surtout le rajeunissement de la société civile, qui, pour beaucoup de Tunisiens aujourd'hui, représente l'alternative, ou en tous les cas la crédibilité et le rempart face à cette classe politique incapable. Donc, juste pour nos amis français et pour les amis qui nous écoutent,
il faut essayer de ne pas voir le pays à travers les peurs ou les fantasmes véhiculés un peu par les médias ou par notre histoire commune qui n'a pas toujours été très rose, mais ce qui émergera, toute légitimité qui émergera de cette contestation, de ce mouvement révolutionnaire, est bénéfique pour la région et forcément donc pour nos amis français. Donc je conclurai sur cette note. Donc, on vous l'a annoncé, oui, je vois des gens qui lèvent les mains, oui, attendez. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi les journalistes... Attendez une seconde, s'il vous plaît. Je vais passer maintenant le micro aux personnes qui souhaitent poser des questions. Et ces questions, en premier, seront posées à Malek, parce qu'il doit forcément quitter le plateau. Enfin, en tout cas, nous quitter. Voilà, le micro, tu le prends. Donc, des questions qui sont liées peut-être à ce qu'il vient de dire lui. Y a-t-il? Merci. Tu dois avoir une question. Est-ce qu'on peut savoir ce par quoi vous avez commencé? Pourquoi les journalistes font une grève de la faim actuellement? Alors, oui, très rapidement. Donc, je disais tout à l'heure qu'un nouvel acteur politique est rentré dans le jeu en Tunisie, qui est l'armée, qui depuis le 14, depuis sa sortie des casernes pendant le soulèvement, a du mal à rentrer, à réintégrer ces quartiers. Donc aujourd'hui, on a le dossier des martyrs et des blessés de la Révolution. Le jugement de ces dossiers-là a été confié au tribunal militaire. Nous savons tous qu'un tribunal militaire est loin d'être l'idéal en termes de justice et l'idéal en termes de, justement, de respect des droits, que ce soit des accusés que ceux des victimes. Beaucoup d'infractions ont été constatées durant le déroulement de ce procès et deux de mes journalistes ont été empêchés justement de suivre et de filmer les délibérés qui sont publics, qui sont censés être publics de ce procès, et deux de nos caméras ont été confisquées. Et donc ces journalistes font une grève de la faim pour contester contre cette confiscation et appeler à retirer ce dossier des martyrs et des blessés de la Révolution du tribunal militaire à une juridiction spécialisée pour justement une meilleure justice. Voilà. Donc, y a-t-il encore des questions pour Malek ou pas? Levez les mains. Non, ok. Donc, on va passer directement aux questions avec toi. Tu veux... Okay. Je vais te passer ce micro, ou alors, qu'est-ce que tu peux le donner à... Vas-y. Donc, bonsoir. Moi, ma question, donc, en tant que Tunisien vivant en France, c'est, donc, tel que vous l'avez décrit, un peu la société, les mouvements, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir, en fait? Et qu'est-ce qui serait, en fait, le mieux à faire pour pousser cette révolution? Est-ce que tu as entendu? Elle était pour moi la question? Oui, exactement. Optimiste, je suis raisonnablement optimiste. Nawet existe depuis 2004, et mon engagement depuis au moins l'année 2000. Et si je n'avais pas un minimum d'optimisme, je pense que j'aurais abandonné depuis très longtemps. Donc oui, il y a des raisons d'être optimiste en Tunisie aujourd'hui, surtout, comme je disais, quand on regarde la société civile et la conscience que la jeunesse tunisienne possède aujourd'hui, la liberté de temps, et je dirais que dans les années 70, on dirait, les punks ont dit « j'ai tué mon
révolution, ou sur le processus révolutionnaire, ça a été de se prendre quelque part en main. On n'a pas encore le pouvoir en main, ça c'est clair, quand on parle de la société civile et de la jeunesse, mais beaucoup de facteurs montrent qu'on est dans une bataille qui peut être gagnée, et qui aujourd'hui, en tous les cas, un an et demi après, il n'y a pas de raison de ne pas être raisonnablement optimiste. Ok, merci. Une question au fond de la salle là-bas. Qui s'adresse à Malek, toujours. Donc, une troisième question pour Malek. Je voudrais avoir votre avis sur l'état dans lequel se trouve l'opposition aujourd'hui, les partis d'opposition. Est-ce que vous pensez qu'ils sont un petit peu mieux organisés, plus mûrs? Est-ce qu'ils ont des chances, en fait, pour les prochaines élections? Oui, l'opposition tunisienne, principalement composée de la gauche, une gauche qui a été renforcée par ce que j'appellerais la droite traditionnaliste, en fait, la droite qui ne se reconnaît pas dans les islamistes, et qui s'organise, qui a appris après la gifle électorale du 23 octobre, qui a appris que à partir dans des élections de tel type, en étant dévisé, en étant déconnecté des réalités du pays, ne pouvait mener qu'à la défaite. Donc aujourd'hui, il y a des tentatives d'organisation. Deux grands pôles d'opposition émergent aujourd'hui en Tunisie. Celui de la gauche démocratique, ce qu'on appelle la gauche démocratique, et le deuxième pôle est un pôle qui est constitué de ce qu'on appelle les dusturiens. Ça veut dire ceux qui se considèrent comme les héritiers du parti de l'indépendance, du parti de Bourguiba, et qui ne reconnaissent pas le passage au RCD, donc au parti de Ben Ali, qui se disent aujourd'hui capables de réincarner ce que le PSD a incarné dans les années 50, 60 et 70. Donc on a deux grands pôles, on va dire, d'opposition qui ont, je dirais, toutes leurs chances, vu la déception de la population face au rendement de la Troïka, donc du parti du président, de celui du président de l'Assemblée et de la Narda. Maintenant, le discours, le problème c'est le discours, c'est-à-dire il y a un vrai besoin d'alternative en Tunisie. Beaucoup de Tunisiens ont eu l'impression d'avoir mal voté, d'avoir voté pour un parti qui n'est pas vraiment capable d'honorer ses engagements, mais ça dépendra réellement du programme et de l'axe justement sur lequel cette opposition va axer sa campagne. Si la campagne va être menée sur justement la laïcité, sur ce qu'on considère en Tunisie un peu la reproduction du modèle occidental, c'est clair qu'ils auront une deuxième défaite électorale, et ça c'est presque certain. Alors, si la gauche aujourd'hui arrive justement à cristalliser cette contestation sociale qui est de plus en plus forte en Tunisie, et à la limite, elle serait la mieux placée pour la représenter et pour la concrétiser, la cristalliser. Elle a toutes ses chances. C'est une question de discours. Alors, les partis s'organisent, ils sont moins divisés aujourd'hui. Maintenant, on va voir s'ils arriveront à reformuler un discours qui arrivera à convaincre les Tunisiens qu'il y a une alternative à cette Troïka. Bien, merci. Merci Malek. Donc à présent, y a-t-il des questions qui peuvent s'adresser à Antoine Sfer ou Lynn Frangé? Moi, c'est pour Malek encore. C'est encore Malek, d'accord. Bon, alors il ne partira pas finalement. Bonjour, Salim Malek, Mohamed, tunisien aussi, donc né en France. Je voulais avoir des renseignements par rapport à tes journalistes et surtout savoir si l'État aujourd'hui était venu vers vous ou un représentant pour savoir vraiment aujourd'hui l'appel de tes journalistes, à savoir qu'ils font la grève de la faim. Est-ce que l'État aujourd'hui s'inquiète ou laisse à mi-mesure cette phase qu'ils sont en train d'exprimer, qui sont en train de dire qu'aujourd'hui il y a des gros soucis mais que personne ne veut ouvrir les yeux et regarder. Malek, juste avant que tu répondes, excuse-moi, on va faire des questions courtes et des réponses courtes parce que nous sommes tenus par une autre suite à ce que nous présentons à la conférence. Il y a des musiciens là-bas qui nous attendent aussi. Je
je vais répondre très rapidement. Oui, alors l'État n'a pas été complètement sourd, justement, dès les premiers jours, que ce soit la présidence, que ce soit l'Assemblée constituante ou le représentant du gouvernement ont essayé de rentrer en contact avec nous pour essayer de faire une médiation en fait avec la justice militaire. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'on est dans une phase préélectorale et que tout le monde essaie de se positionner par rapport à ça. Ce mouvement a mobilisé beaucoup de personnes dans la société civile, donc bien sûr tout le monde essaie un peu de le récupérer, en tous les cas de se montrer sympathique par rapport à ce mouvement. Donc oui, les négociations sont ouvertes et un des signes, en tous les cas de réel changement, c'est que les négociations se font aujourd'hui directement avec le directeur de cabinet du président, le porte-parole du gouvernement ou même le président de l'Assemblée constituante directement. Donc oui, il y a des négociations. Maintenant, vu que la bataille est une bataille de principe, n'est pas seulement une bataille de caméras pour récupérer des caméras, on essaie de mettre tout le monde autour d'une table pour s'engager pour une réflexion sérieuse sur l'avenir de la justice transitionnelle en Tunisie. Bien. Y a-t-il un nouveau? Oui, d'autres questions? Bonsoir, une question pour M. Antoine Sfer. Donc vous avez conclu votre intervention par une invitation très pertinente pour repenser le tourisme, notamment via les échanges universitaires, d'un tourisme de masse vers un tourisme intelligent. Comment vous, en tant que personnalité de renommée internationale, vous pouvez apaiser les esprits des Occidentaux par rapport à ces menaces islamistes, donc ces menaces qui sont plus un fantasme médiatique? Comment vous pouvez apaiser les esprits objectivement pour renouer avec les Occidentaux et renouer avec le tourisme? Merci. Je l'ai dit également en conclusion, si vous vous en souvenez, en disant que plus les islamistes se frottent au pouvoir, plus ils perdent de leur aura qu'ils ont eu en partie d'une répression longue dans le temps et d'un ancrage qui s'est fait essentiellement en quatriant la campagne et les quartiers populaires des villes, notamment les ceintures de misère ou le prolétariat. Et donc, bien entendu, qu'ils ont recueilli tout cela aux premières élections, mais plus ils se frotteront au pouvoir, plus ils seront jugés sur les actes ou sur les non-actes. Ce n'est pas cela qui sont... c'est pas cela il n'y a pas de menace au-delà de cela. En revanche, si demain il y a un véritable, comme il y en a eu en Iran ou ailleurs, coup d'État à l'intérieur de la révolution, c'est-à-dire que les islamistes décident désormais d'annuler les élections, etc., ce qu'ils ne peuvent pas faire en Tunisie pour des raisons évidentes objectives, ce qu'ils ne peuvent pas faire en Égypte pour des raisons également évidentes et objectives, notamment la présence d'une armée qui est l'ossature du régime, qui aurait pu être fait peut-être au Yémen à un moment donné s'il y avait plus de militants de l'islam qui étaient descendus dans la rue. Il est certain aujourd'hui qu'il n'y a pas de menace tant qu'ils se frottent au pouvoir. La meilleure façon de leur faire perdre les suffrages, c'est qu'ils participent au gouvernement. Et vous avez donné l'exemple du Hezbollah au Liban, c'est exactement aussi en partie pour cela. Merci. Est-ce qu'il y a... Oui, je crois que Malek va partir, donc certainement il vous dire au revoir. Donc, un dernier mot de toi, Malek, de Tunis. Oui, alors pour le dernier mot, déjà je vous remercie encore une fois pour cette invitation. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Tunisiens de France qui assistent à cette conférence et je voudrais leur rappeler le rôle que la diaspora tunisienne a joué. Moi-même étant de cette diaspora, j'ai vécu 15 ans en France, donc ils sont tunisiens comme nous tous, et leur rôle dans ce qui se passe aujourd'hui est fondamental. On a 10% de notre population à l'extérieur du pays et ils doivent prendre conscience de leur rôle aujourd'hui dans ce qui se fait en Tunisie.
Bien, merci à toi. Merci et bon courage surtout pour la suite. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Y a-t-il de nouvelles questions? Oui. Bonsoir. Je voudrais apporter une information, une rectification par rapport au propos de votre première invitée. J'ai oublié son nom, madame. Et bon, il y a eu peut-être quelque chose qui a été dit sans le savoir, il y a une erreur qui a été rectifiée par la suite par M. Esfer, je vous en remercie. D'ailleurs, il a rectifié sans le savoir. Il est important de souligner quelque chose. Je vis dans la région du Golfe, donc à peu près une centaine de millions d'habitants. Récemment, depuis un an, on voit certains pays qui évoquent, quand ils parlent de la région du Golfe, ça touche la sensibilité des millions de personnes, on parle du Golfe arabique ou Golfe arabo-persique. On ne connaît pas le Golfe arabo-persique, il n'y a pas de Golfe arabique, c'est le Golfe persique. Et depuis des milliers d'années, je sais que bon, la dame elle a dit pendant qu'elle parlait sans le savoir, mais récemment même Google a mis ce propos, et donc des millions de personnes dans le monde entier ont protesté, même une plainte qui est déposée, ou ça a été déposée contre Google. Donc ce genre d'informations, bon, ça peut créer, vous savez, dans une région, il y a d'ailleurs beaucoup de tensions entre chiites, sunnites, tout ça. Certains pays de la région essayent de lancer ce genre de phrases. Donc M. Sfer, pendant qu'il parlait par la suite, il a parlé très bien du Golfe Persique, et d'ailleurs ça prouve que ses fiches sont à jour. Et donc je voudrais, s'il peut apporter quelque chose, mais il y a des documents historiques depuis des milliers d'années, et 70 millions de personnes habitent dans la région qui sont très sensibles à ces propos. Peut-être que ce n'est pas important, mais pour beaucoup de gens c'est très très important. Je vous en remercie. Je suis ravie que vous souleviez la question. Figurez-vous que je suis spécialiste de terminologie et de lexicologie, et donc ce type de réflexion que vous faites est ce que je fais toute la journée. Et la raison pour laquelle j'ai utilisé le terme arabo-persique, ce n'est pas une erreur, c'est justement parce que ce terme a été utilisé en France à un moment donné. Pour les Iraniens, c'est le Golfe Persique. Et les Américains ont d'ailleurs pendant très très longtemps eu cette terminologie, c'est le Persian Gulf en anglais. Pour les Arabes, c'est Al-Khalij al-Arabi, c'est le Golfe arabe. Il n'y a rien de persique. Et dans la terminologie de la diplomatie française, pendant de très très longues années, pour ne pas entrer dans le débat idéologique qui est derrière cette terminologie, et je vous dis que je suis sensible à la question parce que les mots ne sont jamais dépourvus de charge culturelle. Pendant très longtemps, en France, on a utilisé le terme de Golfe arabo-persique, vous le trouverez sur les cartes en France, pour ne pas rentrer dans le débat idéologique. Mais effectivement, il y a un débat, parce que la nomination et donc la perception de ce que est ce golfe pour les uns et pour les autres n'est pas la même. Donc je vous le dis, en arabe, vous ne trouverez jamais sur une carte ni le Al-Khalij al-Farsi, ni Golfe Persique, ni encore Golfe arabo-persique, il est arabe, et c'est tout. Oui, il y a aussi l'histoire qui joue là. Quand on parle du Golfe arabe, on va parler de détermination de l'Arabie saoudite qui n'existe que depuis 1932. On va parler également du Koweït, de toutes les autres pétro-monarchies qui ne sont que des tribus-États, il ne faut quand même pas l'oublier, et que c'est vrai qu'en 1973, il y a eu un choc pétrolier. Et pour faire plaisir aux Arabes, un autre grand président français, qui se connaît pour sans doute l'être le plus intelligent sur la planète, en 1974 a commencé à donner le nom du Golfe arabo-persique, pour faire plaisir notamment au roi d'Arabie Saoudite à ce moment-là, le roi Faisal, qui l'a vu avec. Et c'est vrai que les Arabes qui sont accrochés comme étant une référence culturelle, comme disait Mme Fugier, et en même temps politique, géopolitique. Si vous avez remarqué, il y a eu un glissement depuis quelques années, même dans la presse, même dans les langages diplomatiques, les télégrammes diplomatiques, on revient au Golfe Persique. Voilà. Donc,
je rassure votre nationalisme, votre fierté, votre orgueil et votre susceptibilité iranien, le Golfe est encore persique. Bien. Y a-t-il... Oui, il y a une question, monsieur. Oui, j'aurais aimé avoir votre opinion, j'espère, sur ce que vous aviez dit, un prolongement sur le rôle de la Turquie. Comment, au niveau géopolitique, est ressentie la Turquie, au moins dans les pays du Moyen-Orient proches? Je dirais qu'en Tunisie, on ne doit pas avoir de grands souvenirs de l'expansion turque. Mais est-ce que la Turquie est encore dans les mémoires ressentie comme un pays colonialiste? Bien entendu. Ah oui. Tout le monde parle aujourd'hui du retour de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman a essayé de retourner déjà en Asie centrale. Et après une tentative plutôt dans le secteur économique, ils ont échoué. Ils ont essayé de rentrer également dans le secteur économique, avec quelques succès, dois-je dire, dans le pays de la péninsule arabique et dans le reste de l'espace arabe. Mais là aussi, ça n'a pas duré longtemps. Mais quand M. Erdogan a voulu se poser en modèle, bien entendu, il y a eu une sorte de rejet, dans la mesure où précisément lui parlait à partir d'une tribune constitutionnelle où la laïcité existait. Maintenant, il y a la volonté de la Turquie de rentrer en Europe, qui, là aussi, disons, est une tentation pour les gens, les pays de la région, d'imiter, ou du moins de commencer par des accords essentiellement douaniers, bilatéraux avec les pays européens, l'Union européenne. Le problème, c'est que la Turquie est en train de taper à une porte et en ne reconnaissant pas un membre de la famille. Comment la Turquie peut-elle prétendre entrer en Europe tant qu'elle ignore la République chypriote? Il y a aussi d'autres considérations, je veux dire, morales. Moi, j'étais très, très touché, très fier d'avoir choisi la France. Le jour où, en 1995, le chef de l'État a reconnu la continuité entre l'État français et la République française. Cette volonté d'assumer toute l'histoire du pays ou de la nation à laquelle on appartient, elle ne peut que grandir la nation en elle-même. Et le troisième élément qui est vraiment l'élément moral, je ne vois pas comment les Turcs peuvent se prétendre les héritiers de l'Empire ottoman sans reconnaître le génocide arménien. Il y a une contradiction essentielle dans leur démarche pour permettre à ces Arméniens de retrouver leur mémoire, de faire leur deuil également, si tant est qu'on peut réellement faire son deuil, et en même temps d'accepter au moins de reconnaître et de réparer, autant que faire se peut. Vous avez également le rôle colonial. Oui, mais alors, précisément, quand les gens disent ou disaient que les Arabes aimeraient le retour de l'Empire ottoman, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout, que ce soit dans les monts du Taurus ou en Afrique du Nord, que ce soit sur les bords de la Méditerranée. Personne n'a envie de retrouver les baies, les Hagas et le reste. Bien, encore une question peut-être, sinon nous allons passer au divertissement. Dans le divertissement, je vous propose, oui, une autre question. Oui. Non, c'est juste pour faire intervenir M. Hervé Pengo, qui est le directeur de l'université. Oui, c'est vrai, peut-être que... Qui nous honore de sa présence. Oui, parce que c'est un peu grâce à lui que nous sommes là. Donc, Et nous remercions M. Pengo qui a eu la gentillesse de nous laisser, entre guillemets, faire cette intervention ici. Merci, je ne vais pas être long parce que les festivités attendent. Nous avons déjà entendu la musique tout à l'heure quand les portes se sont ouvertes. Vous dire simplement que le titre explique tout, le printemps arabe, s'il faut dire la révolution arabe, j'ai bien compris,
invite aux 10 ans, parce que l'établissement a 10 ans, il est jeune. Parce que c'est une vocation fondamentale dans un établissement qui veut véhiculer la connaissance, que d'avoir cette attitude. Alors, moi je voudrais féliciter d'abord Jasmin Tunisie, Liberté Démocratie, pour la qualité du programme de ce soir, son intelligence, parce que je crois que les images ont montré aussi beaucoup de choses. Nous avons je crois, compris beaucoup des propos qu'on suivi, que ce soit sur l'analyse intrinsèque, que ce soit sur l'analyse de contexte, vue par l'extérieur, ou à travers l'intervention de M. Katraoui sur une analyse plutôt interne du problème, différents éclairages de la révolution. Voilà. Alors si nous avons aussi fait cet événement, c'est parce que certains d'entre nous ont vécu cette révolution, ces événements en Tunisie du 14 janvier, et de ce qui a suivi de façon un peu particulière. Je adresse un salut très amical aux collègues tunisiens de l'Université Champollion, dont je sais qu'ils ont été extrêmement enthousiastes dès les premières minutes après l'annonce du départ du président Ben Ali. Je savais que les SMS crépitaient, on a échangé des choses sur ce formidable élan vers les libertés, vers cette expression collective d'un vœu de démocratie qui partait, c'est une forme de modernité, d'une vraie démocratie participative, et qui cherche maintenant ses marques pour aller vers une démocratie représentative, alors que nous, parfois, nous sommes plutôt dans une démarche inverse. Étant bien assis sur notre représentativité, on cherche parfois l'expression d'une démocratie participative, qui a d'ailleurs été légiférée en France, mais qui a du mal à se mettre en place. Vous voyez, donc, finalement, on n'est pas simplement observateur, je crois qu'on est intégré dans un système, qu'on ne vit pas forcément dans le même sens en matière de processus, mais que les aspirations restent globalement toujours les mêmes. Ce sont celles des libertés, de la démocratie, de la réalisation des espoirs des uns et des autres. Voilà. Alors je l'ai vécu aussi un peu spécialement parce que ma fille qui est présente, la chère de ma chère, était aussi en Tunisie à cette époque. Et puis, le 15 janvier, c'était les 50 ans, et puis on n'a pas pu échanger parce qu'elle était mise à l'écart par l'ambassade. Par un devoir de réserve, et ça a duré plusieurs jours, donc elle a disparu pour moi des téléspectateurs, et ça va rester marqué très longtemps dans mon esprit. Voilà, je l'ai salue parce que j'ai voulu la faire rapatrier ensuite. Elle fait ses études à Sciences Po et elle faisait son stage là-bas pendant un an. J'ai voulu la faire rapatrier parce que le père est toujours inquiet, et elle m'a dit je ne veux pas revenir, je veux vivre cette démocratie, je veux vivre cette révolution là-bas. C'est un stage en sciences politiques fantastique. Voilà, je la salue. Je ne suis pas plus long. Voilà, on a vu quelques pages d'histoire immédiate, et je propose que l'histoire immédiate continue par des festivités. Voilà, merci à tous. Merci à vous surtout. Et donc à présent, je vous invite à rejoindre le hall d'entrée. Vous allez pouvoir suivre un programme festif avec une partie des danseuses orientales de Rythme d'Orient, avec également à la suite des danseuses le groupe Vent d'Orient, le groupe musical. Voilà. Cher directeur, merci. J'ai juste une question. Est-ce que vous ne pouvez avoir fait une carte? Il me semble que je non, je ne vous en veux pas. Quand Champollion est né, justement, c'était pour mettre ça nos antennes. Nous sommes un établissement public autonome. Parce que j'étais allée, on peut regarder.
Celle de l'UTM à UTM peut-être, mais si vous regardez le site de chez UFR, il ne le dit pas. Nous sommes un établissement public administratif. Donc nous sommes d'auteurs. Par contre, bon, non, je ne formalise pas du tout. Mais alors, ouais, nous sommes par contre en partenariat, nous sommes en partenariat très fort. Il y a 10 ans. Et on ne peut pas y revenir. Nous faisons l'université de Toulouse maintenant, nous sommes dans la presse. Donc vous êtes en presse. Donc nous ne sommes pas université au sens plein, puisque nous n'avons pas le statut juridique de BPSCP. Donc quand on veut développer notre offre de formation, on passe par l'université de Toulouse, qui monte le dossier. Allez-y, allez-y. Non, Lazare, vous pouvez vous rapprocher. Attendez, encore une fois. Il faut toute l'association. Comme ça, moi, le petit chemin dit. Ah bon? Les doctorants qui viennent